Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un petit moment qu'on ne s'était pas vu, la raison est simple, Isa et moi on était très occupés par les sessions d'analyse numérique, hein. Vous savez que c'est un projet qu'on est en train de dérouler actuellement. Et donc on en est à peu près arrivé à la moitié. Donc l'objectif c'est de faire un état des lieux de la marche nordique en France. Donc on a pour ça des systèmes électroniques, hein, qu'on appelle ça le pushbag. Et donc on analyse comme ça beaucoup d'informations numériques sur la façon de marcher des gens. On arrive à peu près à la moitié de l'échantillon. J'ai fixé l'échantillon à 50 marcheurs, donc on a dépassé les 25. Donc ça se terminera d'ici quelques mois, je pense. Ça dépendra. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des transparents dont je me sers dans les sessions, hein. Certains participants m'ont demandé, donc comme ça ils pourront les avoir à disposition. Et donc on va parler des techniques de marche en 2 et 4 temps. Effectivement, dans le cadre des sessions d'analyse, c'est très important de différencier ces deux techniques. Et on va aussi parler des problématiques d'ancrage. Hein, ça, c'est un problème classique de beaucoup de marcheurs, à commencer par Isa et moi d'ailleurs. Eh bien, il y a beaucoup de difficultés qui viennent de la façon de faire l'ancrage. Donc voilà, c'est parti. Première technique de marche qu'on rencontre classiquement, d'ailleurs c'est la technique historique, hein, qui existe depuis toujours, c'est la marche en deux temps. Alors de quoi s'agit-il? Le marcheur, en l'occurrence ici une marcheuse, pose son pied au sol, donc en déroulé du talon, attaque talon, n'est-ce pas? Et ensuite, dans un deuxième temps, elle va poser le bâton. Ce qui fait que entre le temps de pose du pied et le temps de pose du bâton, il y a un petit décalage. Alors quand je dis petit, hein, ça peut être très petit. Alors 40 millisecondes, bon, ça vous parle peut-être pas, 40 millisecondes. Un mouvement complet en marche nordique, selon la vitesse, on va dire c'est à peu près 300 millisecondes, hein, pour des gens qui marchent à 8 km/h. 300 millisecondes. Donc vous voyez, à 40 millisecondes qui sont une attente avant de pouvoir faire la traction. Alors après, ça dépend, hein, des marcheurs. Il y a des gens qui arrivent à faire plus petit que ça encore, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus, comme on va le voir. Alors ensuite, ça se répète. Alors en fait, j'appelle ça marche en deux temps, c'est un petit peu abusif, hein, si on était vraiment rigoureux. En réalité, c'est quand même du 4 temps, mais 4 temps avec un petit décalage, hein. Donc on parle de marche deux temps. Et ensuite, donc ça se reproduit, hein. L'autre pied se pose, et un tout petit peu plus tard, le bâton, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la marche en deux temps, qui est donc la marche classique, historique, hein. C'est comme ça que les marcheurs nordiques marchent depuis longtemps, depuis la création, je dirais. Alors, pour ce qui est de la marche en quatre temps, ça c'est quelque chose qui est apparu récemment en France, dans les compétitions de haut niveau, et en particulier chez les hommes. Donc c'est ce qu'on voit dans les sessions d'analyse numérique, hein. C'est quasiment que les hommes qui pratiquent de cette manière. De quoi il s'agit? Alors toujours pareil, premier temps, pose du pied, attaque talon, donc ça ne change pas. Par contre, il y a une transition longue avant que le bâton se pose. Donc il y a tout un temps qui se déroule là, et le bâton va se poser beaucoup plus tard. C'est pour ça qu'on parle vraiment de 4 temps, parce que là on arrive sur un deuxième temps qui est loin du premier en fait. En l'occurrence ici, on peut mesurer jusqu'à 200 millisecondes. Alors vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure, une foulée complète, ça peut être 400, mais aussi 300 évidemment, en fonction de votre vitesse. Plus vous marchez vite, plus la durée du mouvement est brève. Donc 200 millisecondes sur des marcheurs de très haut niveau, eh bien ça peut représenter les deux tiers de la foulée. Donc ça c'est important de bien comprendre ça parce que en fait là on assiste à deux techniques très très différentes. Alors après ça se répète, un troisième temps, quatrième temps, etc. Donc on assiste à deux techniques différentes avec des filières énergétiques qui sont complètement différentes. Donc c'est un petit peu la même idée qu'entre le crawl et la brasse. Donc ces deux sports-là sont des sports de natation et pourtant les énergies mises en œuvre, les mouvements mis en œuvre, la façon de pousser, de tracter, etc. est pas du tout la même. Donc là c'est un peu la même chose en marche nordique, hein. On voit vraiment des grosses différences. Hein, ce qui fait que ce dont je vais parler par la suite, l'ancrage, ça ne s'adresse qu'aux gens qui marchent en deux temps. En quatre temps, on n'est pas du tout dans la même problématique. Alors, je parlerai peut-être plus tard du quatre temps, hein, quand on présentera les résultats, je pense. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça se fera ni sous quelle forme, mais il est clair que quand on aura compilé tous les chiffres là, eh bien, on pourra présenter les résultats et faire des statistiques. Parce que là, évidemment, on parle de deux temps et quatre temps comme si c'était très net. En réalité, c'est pas si net que ça. Il y a des gens qui sont entre le 2 et le 4, hein. Des gens qui sont plus près du 4 que du 2 et des gens qui sont plus près du 2 que du 4. Donc tout ça, c'est affaire d'hommes, hein. Les hommes ne sont pas des robots. Et donc, il y a des petites subtilités, des petites variances entre ces deux techniques de marche. Donc,
parlons maintenant de l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui se passe quand le marcheur ou la marcheuse pique son bâton dans le sol. Alors pourquoi on parle d'ancrage, ancrage avec un A, pas comme des fois avec un E, comme je peux voir. C'est bien une encre de bateau. On cherche à s'ancrer dans le sol pour pouvoir, dans un premier temps, tracter dessus. C'est exactement ce que fait un bateau d'ailleurs. Il y a l'encre qui s'enfonce dans le sol et ensuite le bateau reste au mouillage dessus. Donc c'est très important cette partie du geste parce que toute la suite de la gestuelle des bras dépend de cet ancrage. Donc si l'ancrage est bien fait, eh bien on va avoir une suite efficace. S'il est mal fait, on a une suite inefficace. Or, dans la marche en deux temps, la technique de bras est essentielle. Donc c'est comme en natation crawl dont je parlais tout à l'heure. Quelqu'un qui loupe ses mouvements de bras, en crawl, c'est mort. Il a tout loupé. C'est pas avec ses jambes qu'il va rattraper les autres. Donc là, c'est le même principe. En marche nordique classique, l'ancrage, c'est très très important pour pouvoir ensuite appliquer la suite. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme problème classique? Donc ça, c'est issu de l'expérience qu'on a, notamment avec les sessions d'analyse numérique. Bon, bah déjà, la position par rapport à l'avant ou arrière. Où est-ce que le bâton est piqué? Donc il y a différents angles. Alors, si on pique à 90 degrés, alors on appelle ça le tangage. Donc ça, c'est des mots que j'ai repris de l'aviation. Le tangage, c'est d'avant en arrière. Et on va voir après le roulis, qui est sur les côtés. Tangage et roulis. Donc ça, c'est des termes que j'utilise dans les sessions d'analyse numérique de marche, qui fait que quand je mesure des angles de tangage, eh bien, ça fait référence à ça. Donc on voit différentes techniques. Alors, si le bâton est trop en avant, comme on voit à gauche, eh bien, ce qui va se passer, c'est que quand on est vraiment en avant, le bâton est proche des 90 degrés. Or, il y a des lois de physique qui sont derrière tout ça. La force horizontale, c'est-à-dire la force de propulsion vers l'avant, est proportionnelle au cosinus de cet angle. Et ce cosinus de cet angle, donc vers le sol, avec le sol, vaut 0 pour 90 degrés. Ça veut dire que quand vous piquez votre bâton comme ça à 90 degrés, il n'y a aucune propulsion vers l'avant. Il y a un effet levier vers le haut, ça vous soulève, or, ce qui est pas mal, ça évite aux marcheurs de s'affaisser, mais en aucun cas ça vous fait avancer. Donc proche de 90 degrés, c'est un problème. Alors un autre problème à l'inverse, si vos bâtons sont très très penchés, il y a des angles des fois qui sont moins de 40 degrés, les bâtons sont très très en arrière. Bon, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un risque de patinage. C'est tout simple. L'adhérence du bâton au sol dépend fortement de l'angle. Plus l'angle est fermé, plus il est petit, et plus le bâton risque de patiner. On le voit très bien sur du goudron. Quand vous marchez sur du goudron, essayez, vous allez voir que quand vous avez un angle fermé, ça patine. On le voit également dans les côtes. Si vous montez des côtes a fortiori goudronnées, eh bien vous allez avoir la sensation, même plus que sensation d'ailleurs, vous allez constater que les bâtons patinent derrière vous. Donc, il y a des justes milieux à trouver. Donc, la plupart des marcheurs, à part ceux qui marchent en 4 temps bien sûr, mais la plupart des marcheurs ont des angles compris entre 45 et 60 degrés. Personnellement, en général, je suis plutôt entre 45 et 50. Après, ça c'est une question de placement des bras, d'amplitude des bras, de taille des bâtons. Donc pourquoi est-ce que les gens ont un ancrage trop en arrière? Une cause classique, c'est que les bâtons sont très grands. Je dis toujours ça avec humour, mais ça vous donne une idée quand même. Prenez des bâtons de 3 mètres de long, vous allez voir ce qui se passe. Vos bâtons sont complètement derrière. A l'inverse, si vous avez des bâtons trop petits, eh bien, un effet classique de ça, c'est qu'on va ancrer devant. Même principe, si vous avez des bâtons qui mesurent 1 mètre, eh bien, vous allez avoir tendance à les mettre devant. Autre cause qui me concerne là, des mouvements de bras de trop faible amplitude. Si vous avez des mouvements de trop faible amplitude, eh bien, ça fait que vous allez avoir un planté arrière, peut-être trop important. Et enfin, une autre cause, alors il peut y en avoir d'autres, le pli au coude. Donc ça, c'est le cas des marcheurs de randonnée. Ils marchent presque tous avec des coudes pliés, le bras plié à 90 degrés au niveau du coude. Et dans ce cadre-là, 90 plus 90, on retombe sur les 90 degrés au sol. Donc voilà des problèmes classiques qui sont liés à ce qu'on appelle le tangage. Autre aspect, quand on regarde le marcheur vu de dos, alors de face c'est pareil, ce que j'appelle le roulis. Donc le roulis, eh bien, c'est l'inclinaison des bâtons par rapport à l'axe vertical mais vu de dos. Alors là, un exemple extrême pour juste que vous voyez le roulis. Donc j'ai fait marcher exprès Isa avec des roulis de la mort, des très grands bâtons. Mais je dis extrême, mais pas tant que ça. Je suis marcheur de compétition là depuis assez peu de temps, et des fois dans les pelotons, je vois des trucs un petit peu hallucinants, des gens qui ont les bâtons qui volent à droite, qui volent à gauche. Donc c'est assez impressionnant. Et donc,
qu'est-ce qui va se passer quand on a du roulis comme ça? Eh bien, en fait, vous allez avoir le buste qui va tourner une fois à droite, une fois à gauche. Et c'est normal, puisqu'il y a une force latérale qui s'exerce sur le bâton et qui vous fait tourner. Donc le problème qu'il y a, c'est que votre corps va passer son temps à faire des virages. Et en fait, vous n'êtes pas du tout dans la ligne droite. Donc deux problèmes à ces virages. Premier problème, la distance. Mine de rien, ce qu'on veut, c'est aller tout droit en marche nordique. Et donc si vous passez votre temps à faire des virages, eh bien vous allez faire plus de distance que nécessaire. Et deuxième problème, physiologique. En fait, votre bassin va passer son temps à corriger, et je peux vous assurer, pour l'avoir vécu moi-même et surtout avec Isa d'ailleurs, eh bien que ça finit par faire mal au bout du temps quand vous êtes sans arrêt en train de corriger le tir, en train de redresser votre marche pour aller vers la ligne droite. Donc, si vos bâtons sont dans l'axe du déplacement, en gros, ils doivent être sur un plan parallèle à vous-même et dans l'axe du déplacement, eh bien, vous avez une force de traction qui s'exerce vers l'avant. C'est-à-dire que ce que vous poussez sur les bâtons est bien restitué vers l'avant. Alors que dans le cadre rouge, là, ce qui est poussé sur les bâtons n'est pas restitué vers l'avant, mais sur les côtés. Donc des causes de ça, les bâtons trop grands. Effectivement, on voit que les gens qui ont des bâtons trop grands, comme ils n'arrivent pas à faire passer le bâton au moment du passage de la hanche, parce qu'ils seraient obligés de lever les épaules de manière exagérée, l'astuce qu'ils ont, alors ils ne se rendent pas forcément compte, c'est inconscient des fois, eh bien, ils plient le bâton de manière, enfin ils le plient, ils le penchent de manière à ce qu'il passe sur le côté pour qu'il ne pas être gêné au niveau de l'épaule. Donc une cause extrêmement classique. La vitesse non maîtrisée. Pour tout le monde, je pense, à commencer par moi, au-delà d'une certaine vitesse, on se met à faire n'importe quoi. Le geste n'est plus maîtrisé. Et là, les bâtons, je vous le disais tout à l'heure, je le vois sur des compétitions, et là, les bâtons s'envolent et se baladent dans tous les sens. L'amplitude, la mobilité des épaules. C'est sûr que les gens qui, comme moi, ont de l'arthrose ou des problèmes suite à des opérations, notamment, Aïsa a été tombée par exemple, c'est pas si facile que ça de mettre ses bâtons dans l'axe. Et enfin, beaucoup de gens le font, toujours en compétition, rotation finale du bras vers l'intérieur. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous ramenez les bras vers l'avant, c'est humain, c'est moins fatigant en fait. Vous avez tendance à faire un arc de cercle et ramener votre bras vers le nombril. Beaucoup de gens font ça, moi-même je me suis surpris sur des fins de compète où je suis crevé, et en fait je fais ça. Parce que, bien évidemment, physiquement, le trajet du bras est plus facile. C'est fatigant d'emmener les bras devant. Donc c'est humain, c'est naturel de limiter ce trajet vers l'avant pour essayer d'économiser de l'énergie. Donc voilà des choses qui sont des causes du roulis. Alors le roulis, c'est vraiment pas une bonne chose en marche nordique. Je vous l'ai dit, problème physiologique, sentiment désagréable aussi, on sent qu'on n'est pas dans l'axe et on pousse, mais ça sert à rien. Autre problème qu'on peut voir, la manière de piquer le bâton. Alors j'ai déjà vu des gens qui se reconnaîtront peut-être d'ailleurs, qui ont un parcours avant très allongé du bras. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, le temps dont je parlais tout à l'heure, là, les 40 millisecondes, eh bien, vont être largement augmentés. Parce que le temps que l'arc de cercle qu'on voit là se fasse, pendant ce temps-là, le reste du corps avance. Donc ça va être gênant pour les compétiteurs de haut niveau, parce que, je le disais à une marcheuse l'autre jour, pendant que tu fais ton geste, là, ta concurrente, elle a 20 millisecondes de traction de plus que toi. Donc 20 millisecondes sur un geste complet de 250, c'est énorme. Ça fait presque 10%. Il y a 10% du geste qui est perdu en, je dirais, des fioritures, entre guillemets. C'est-à-dire que le geste, là, n'est pas efficace. Donc le plus court chemin est le meilleur. Pensez à ça, quand votre bâton revient vers l'avant, si vous êtes compétiteur en particulier, votre intérêt, c'est que vous allez vite au sol et que vous puissiez tracter le plus tôt possible. Alors, autre cas qu'on peut voir, une force excessive. Ça aussi, on voit ça dans les compétitions de haut niveau, au championnat de France en particulier. Vous allez avoir des gens qui appuient mais comme des bourrins sur leur bâton. Et donc là, le bâton prend très cher. Il passe son temps à vibrer. Et ça, c'est gênant parce que pendant tout ce temps-là, la traction n'est pas efficace. Vous ne sentez pas le sol, en fait. L'angle, au moment du choc entre le bâton et le sol, est très important. Si l'angle est mal géré, eh bien, vous pouvez avoir des problèmes de rebond. Exemple. Donc le bâton arrive près du sol, et là avec un angle qui est assez important, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il va rebondir. Il rebondit sur le sol. Alors ça, toujours pareil, pensez aux 20 millisecondes dont je parlais tout à l'heure. Si votre bâton rebondit pendant 20 millisecondes, eh bien, c'est toujours ça de moins de prix sur la traction. Donc par ailleurs, ça fait aussi quelque chose de très désagréable. Moi-même, j'ai eu ce défaut pendant pas mal de temps.
Et en fait, vous avez une sensation de flou. Hein, vous avez l'impression que votre bâton n'est pas maîtrisé. Vous avez une accroche au sol qui n'est pas bonne. Hein, c'est très très désagréable. Alors pour les coachs, un symptôme de ça, faites marcher les gens sur du goudron et vous allez entendre très nettement les bâtons qui rebondissent. Hein. Ça fait un bruit très caractéristique, on l'entend très bien. Donc si les gens, vos marcheurs, ont des bâtons qui rebondissent sur le goudron, ben, il est quasiment probable que ça fera la même chose sur d'autres sols. Donc conclusion de tout ça, l'ancrage, c'est le point de départ, hein, c'est vraiment là que tout se passe, pour la traction et ensuite la poussée. Donc si votre bâton est mal placé, aussi bien en tangage qu'en roulis, si votre bâton est placé tardivement, hein, si votre bâton est placé de manière imprécise, je vois par exemple des gens qui lâchent complètement les doigts au moment de l'ancrage, bon, voilà, c'est quasiment sûr que le bâton va être mal placé. Donc tout ça, c'est des choses qu'on mesure très bien avec nos capteurs maintenant, et on arrive à voir la durée de cet ancrage. Et donc une durée d'ancrage excessive est toujours synonyme d'une mauvaise efficience. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner hein, pour avoir des informations sur la suite. Alors on ne sort pas de vidéos très très régulièrement, mais c'est parce qu'on a beaucoup d'activités hein, par ailleurs, et notamment les sessions d'analyse numérique, ça nous demande pas mal de temps. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.